À 23h17, Dar es Salaam bascule en exactement 7 minutes d'un tumulte numérique familier à un silence électronique total. Cette coupure fulgurante, assez courte pour être niée comme un incident mais assez longue pour fissurer la confiance collective, dévoile la fragilité réelle d'un pouvoir qui prétend tout maîtriser. Pour ceux qui observent depuis Ouagadougou aux côtés d'Ibrahim Traoré, la question devient brutale. Comment accepter qu'un simple interrupteur décide du moment où un peuple a le droit de parler? Dans cette brève faille lumineuse, on voit déjà se dessiner une ligne de fracture qui ne cessera de s'élargir. Ce récit promet de dévoiler, sans emphase inutile, ce qui se joue vraiment lorsqu'un État décide d'éteindre la lumière numérique au moment le plus sensible de sa vie politique. La promesse centrale tient en un bénéfice clair pour le spectateur. Comprendre, en 10 à 12 mots, comment une simple coupure peut redessiner le rapport entre pouvoir et société. Autrement dit, saisir non seulement ce qui s'est passé à Dar es Salaam, mais ce que cet événement révèle d'un continent où chaque blackout devient un test de dignité. La portée dépasse largement un simple épisode tanzanien. Elle touche aux conditions mêmes qui permettent à une génération connectée de se construire, de débattre, de contester. Lorsque les câbles se taisent, ce ne sont pas seulement des notifications qui disparaissent. C'est une part de la souveraineté civique qui se dissipe dans le noir. Comme un petit crochet narratif, si une panne de 7 minutes suffit à ébranler une nation, alors que reste-t-il lorsque des voix comme celle d'Ibrahim Traoré observent, en temps réel, l'impact de ce silence imposé? La première révélation surgit dès les images brutes. Une coupure totale de 7 minutes et une chute de 90% du trafic suffisent pour faire vaciller un pays présenté depuis 60 ans comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Est. Ces deux chiffres, placés côte à côte, montrent que le problème n'est pas technique, mais structurel. Une nation entière a découvert qu'un simple geste pouvait suspendre son lien au monde. À partir de là, le décor apparaît avec une netteté nouvelle. Pendant des décennies, la Tanzanie a incarné une continuité presque enviée. Aucune guerre civile, aucune prise de pouvoir militaire, une réputation d'équilibre que diplomates et investisseurs présentaient comme un modèle. Pourtant, le scrutin récent, censé renouveler la légitimité des institutions, s'est superposé à des bureaux de vote incendiés à Kamar et Kinondoni, à des vidéos étouffées par les algorithmes, à des rues que le gaz lacrymogène a transformées en couloirs de méfiance. Dans cette atmosphère chargée, les premières heures du blackout deviennent un laboratoire miniature. Les étudiants, persuadés que leur campus était l'espace le plus sûr pour s'exprimer, voient leur téléphone mourir d'un seul coup. Les chauffeurs de taxis nocturnes, habitués à lire la ville par ses notifications, se transforment malgré eux en relayeurs d'informations, klaxonnant des fragments de rumeurs. Les rédactions locales bricolent des réseaux maillés hors ligne, tandis que des sites miroirs apparaissent comme des archipels éphémères de résistance. Même à des milliers de kilomètres, l'événement n'apparaît pas isolé. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe les cartes se noircir, les flux se figer, les images de bureaux de vote en feu remonter malgré les filtres. Pour lui, cette séquence ne décrit pas seulement une crise tanzanienne. Elle révèle une logique continentale où le contrôle, lorsqu'il se crispe, produit toujours davantage de voix que prévu. Et dans ce jeu de lumière et de silence, Aïcha, 22 ans, devient le fil conducteur involontaire. Son selfie sous la lumière du campus, accompagné d'une phrase simple. « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue », circule déjà sous forme de copies compressées, signe que le récit officiel n'est plus seul à survivre. Aïcha devient la première boussole de cette séquence, non pas parce qu'elle le cherche, mais parce que sa trajectoire condense ce que vivent des milliers d'autres. Quand la rumeur « Internet a disparu » traverse la bibliothèque,
Elle tente simplement d'envoyer un message à ses amis. 3 rafraîchissements d'écran plus tard, elle comprend que quelque chose d'anormal a commencé. Comme une première scène, son selfie nocturne, partagé quelques minutes avant le blackout, devient un symbole malgré elle, repris, compressé, recopié sur des clés USB qui circulent de dortoir en dortoir. Autour d'elle, les premières lignes invisibles s'activent. Les conducteurs de taxi qui attendaient les dernières courses deviennent des réémetteurs improvisés. Ils relaient des fragments de conversation, des observations éparses, parfois même des itinéraires évités, dessinant une carte parallèle que personne ne centralise, mais que chacun enrichit. Comme une deuxième scène, un journaliste local, dont le site principal a été brusquement coupé, réussit à envoyer un article en passant par un réseau maillé artisanal construit avec d'anciens routeurs et quelques scripts récupérés. Ces gestes discrets créent un contraste inattendu. Le blackout, voulu comme un instrument de silence, engendre, dans ses premières heures, une créativité nerveuse. Les étudiants bricolent des systèmes de partage hors ligne. Des vendeurs ambulants suivent les slogans au rythme du métal frappé. Les rédactions redessinent leur circuit de diffusion. À cette étape précoce, le rôle d'Aïcha, des chauffeurs, des journalistes et des commerçants n'est pas héroïque. Il est révélateur. Il montre que le contrôle, lorsqu'il tente de s'imposer par la coupure, déclenche toujours un cycle d'ingéniosité qui échappe au cadre prévu. Tout commence par 7 minutes, un laps de temps trop bref pour devenir une crise officielle, mais suffisamment long pour que chaque étudiant, chaque chauffeur, chaque journaliste sente une faille. Les écrans se figent d'un seul coup, les notifications s'effacent, le campus se tait. À Dar es Salaam, l'élection devait être un rituel de continuité. Elle devient une suite d'interruptions qui s'accumulent. Les premiers signaux brûlant déjà. À Kamar, une urne renversée. À Kinondoni, un bureau de vote en flammes. Des vidéos circulent avant de disparaître, puis réapparaissent sous forme de copies compressées. Dans les couloirs ministériels, les communiqués répètent « Restez calme » et « Maintenir l'ordre ». Mais l'absence de réseau transforme chaque mot en soupçon. Pendant ce temps, les opérateurs télécoms reçoivent des instructions ambiguës. Des serveurs redémarrent sans explication. Les plateformes constatent des anomalies simultanées. Au même moment, des taxis nocturnes klaxonnent des slogans improvisés. Les journalistes bricolent des sites miroirs. Les campus, persuadés d'être protégés, deviennent des îlots d'anticipation fébrile. Aïcha, prise dans ce tumulte, voit son selfie devenir une icône sans qu'elle n'ait rien demandé. Le récit commence à échapper à ceux qui tentent de le verrouiller. La bascule intervient à l'aube. La fumée monte au-dessus de plusieurs bureaux de vote. Les forces de sécurité dispersent les foules au gaz lacrymogène. Les images filmées avant le blackout réapparaissent sur des réseaux étrangers, contournant les restrictions locales. À Dodoma, la présidente lit un rapport top secret qui commence par 3 mots. Situation incontrôlable. Dans une salle attenante, des conseillers évoquent stabilité, prudence, ingérence, mais leurs phrases se vident de sens au fil des événements. Dans la rue, les soldats apparaissent devant des rédactions. Un rédacteur en chef disparaît sur le chemin du retour. Les avocats préparent une pétition contre la coupure, mais trouvent que le greffe fermé pour maintenance. Le droit s'étiole comme le réseau. La séquence se tend. Les hashtags liés à UAZ circulent malgré les filtres, parfois traduits dans d'autres langues d'Afrique de l'Est. À près de 4000 km, Ibrahim Traoré observe les coupures successives et reconnaît des reflets familiers, dignité bafouée, jeunesse en colère, récit officiel fissuré. Les conséquences, mais immédiates, frappent à plusieurs niveaux. Les investisseurs parlent de ce risque politique et le shilling tanzanien se contracte. Les réservations touristiques chutent. Dans les marchés, les conversations deviennent prudentes. Les jeunes, eux, multiplient les détours numériques. VPN, fichiers se transférer par USB, réseau maillé d'appoint.
Les universités deviennent des nœuds d'échanges semi-clandestins. Les artistes peignent Aïcha et d'autres figures locales sur des murs bientôt effacés, mais déjà archivés. Dans cette atmosphère, le pouvoir tente de rétablir la normalité. Conférences de presse neutres, phrases convenues, appel au calme. Mais la normalité n'est plus crédible. Le bouton qui coupe Internet devient un symbole omniprésent, un fil invisible reliant chaque conversation. La séquence crée alors un paradoxe. Plus l'État tente de faire taire, plus les voix se multiplient. Les chiffres, pourtant imparfaits, offrent 3 repères essentiels pour comprendre l'ampleur réelle de la crise. Premier indicateur, 7 minutes de coupure totale. Officiellement, il s'agirait d'un simple incident technique survenu de nuit. Pourtant, 7 minutes suffisent pour révéler une vulnérabilité systémique. Une interruption brève peut exposer la dépendance d'un pays à un seul point de contrôle. Deuxième indicateur, une chute d'environ 4 ans du trafic sur l'ensemble des principaux fournisseurs, mesure validée par des observatoires spécialisés. Une baisse aussi massive et simultanée excède de loin un problème de câble isolé. Un effondrement synchronisé signale toujours une action délibérée plutôt qu'une panne accidentelle. Troisième indicateur, les effets économiques immédiats, visibles dans les avertissements d'investisseurs, le glissement du shilling et l'effondrement provisoire des réservations touristiques. Là encore, la réaction rapide des marchés ne relève pas du symbolique. Chaque contraction financière traduit une inquiétude réelle sur la gouvernance et la transparence nationale. À partir de ces 3 points fixes, le récit technique se transforme en trajectoire politique. La coupure n'apparaît plus comme un moment isolé, mais comme la première pièce d'une chaîne causale. Les avocats, privés de greffe, rédigent leurs recours dans l'ombre. Les journalistes, censurés en ligne, reconstruisent des réseaux de diffusion hors connexion. Les étudiants, confrontés à des serveurs muets, inventent de nouveaux circuits de circulation des images. Le numérique, censé être un outil de contrôle, se retourne contre ceux qui essaient d'en verrouiller l'accès. Cette lecture quantifiée permet aussi de saisir la dimension régionale. À Nairobi, Lusaka ou Johannesburg, les hashtags nés sur un campus tanzanien se répliquent comme des signaux faibles d'un mouvement plus large. Les slogans « Kimya sio amani » et « Uhuru kwa wote » franchissent les frontières sous forme de captures d'écran et de vidéos compressées. Les analystes occidentaux y voient un activisme de jeunesse. Mais les données montrent un phénomène plus profond. Quand la connexion s'effondre localement, la solidarité numérique se renforce à l'échelle continentale. Dans ce panorama, Ibrahim Traoré joue un rôle particulier. Depuis Ouagadougou, il observe les courbes tomber et les images circuler malgré les filtres. Pour lui, chaque blackout constitue un test de dignité. Non pas une théorie, mais une mesure concrète de l'écart entre la stabilité proclamée et la réalité vécue. Ces mots sur la souveraineté résonnent dans les vidéos transférées par clé USB, dans les discussions codées des campus, dans les fresques peintes puis effacées. Les chiffres que l'on croyait froids deviennent alors des repères moraux. Enfin, ces données permettent de comprendre l'enchaînement des décisions gouvernementales. Une coupure brève entraîne une panique administrative. Une panique administrative entraîne une communication hésitante. Et une communication hésitante accélère la méfiance, creusant un fossé que ni les conférences de presse ni les slogans officiels ne peuvent combler. À travers cette articulation entre chiffres, gestes et réactions, une certitude émerge. Le silence numérique, même court, laisse toujours des traces durables. Pour comprendre pleinement la confrontation tanzanienne, il faut d'abord prendre au sérieux les arguments du pouvoir. Premier argument, au moment d'une élection sensible, laisser circuler sans filtre des images de bureaux de vote incendiés ou de heurts avec les forces de sécurité augmente le risque de panique collective. Les conseillers de la présidence affirment que, dans un contexte régional marqué par des campagnes de désinformation, une coupure temporaire d'Internet peut constituer une mesure de prudence. Selon eux, la stabilité qui a caractérisé la Tanzanie pendant 6 décennies mérite d'être protégée, même au prix de décisions difficiles prises loin des caméras.
Deuxième argument. L'ingérence étrangère n'est pas une menace théorique. Les responsables évoquent la possibilité que des vidéos manipulées, des hashtags pilotés ou des narratifs partisans importés déstabilisent le scrutin. Ils soulignent que contrôler la circulation des informations ne cherche pas à étouffer des voix, mais à éviter que des acteurs externes ne redéfinissent la dynamique interne d'un pays présenté comme un pilier régional. Cependant, ces justifications ne restent solides que tant que les faits demeurent invisibles. Dès que les premiers témoignages émergent, la logique se fissure. Réponse contrée, appuyée sur les données du récit. Les journalistes privés de cartes de presse, les rédactions encerclées, les disparitions inexpliquées, les sites miroirs nés en exil, les étudiants discutant d'un recours constitutionnel à la lumière d'une bougie. Tous ces éléments dépassent largement le cadre d'une mesure temporaire. Ils transforment un argument de stabilité en un mécanisme de restriction. De plus, la créativité des citoyens montre que la coupure ne neutralise pas la circulation de l'information. Elle la déplace. Les vidéos réapparaissent par VPN. Les chansons militantes glissent sur des clés USB. Les hashtags franchissent les frontières malgré les filtres. Plutôt que de réduire la tension, la coupure la rend mesurable. Ainsi, si les arguments du pouvoir méritent d'être exposés pour être compris, les faits fournis par le terrain en donnent rapidement les limites. Un basculement silencieux survient. Il ne se produit ni dans un ministère, ni dans une salle de rédaction, mais dans une cour d'université où apparaissent, presque sans coordination, des tracts portant un seul mot, UAZ. Le slogan Kimya Sio Amani, le silence n'est pas la paix, circule d'abord comme un murmure entre amphithéâtre et dortoir. Puis il devient un chant, puis un rythme, échappant à tout contrôle institutionnel. Cette transformation n'est pas orchestrée. Elle surgit parce qu'un espace de parole s'est effondré et qu'un autre, plus fluide, s'ouvre dans l'ombre. Le changement de sémentation sociale est là. Chaque tentative de suppression produit l'inverse. Une chanson comme Sotiya Uhuru traverse les checkpoints en étant dissimulée dans un casque de motard. Des fresques représentant Aïcha apparaissent à Zanzibar, à Johannesburg, parfois effacées au matin mais déjà archivées. Ce ne sont pas des organisations, mais des gestes répétés qui créent la dynamique. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cet écho inattendu, comme un miroir lointain, rappelant que la dignité devient contagieuse dès qu'elle trouve une forme. Ce midpoint change la lecture. La crise n'est plus un simple blackout, mais le moment où une génération découvre qu'elle peut nommer ce qu'elle refuse. Les conséquences du soulèvement silencieux s'organisent en cercles concentriques, chacun révélant une facette différente de la crise tanzanienne. Pour la population, la vie reprend en apparence son cours. Les bus grondent, les marchés bruissent, la mer scintille près du port, comme si rien n'avait changé. Pourtant, tout a changé. Chaque Tanzanien sait désormais qu'un fil invisible relie son existence quotidienne à un bouton capable de couper la parole collective en un instant. La normalité devient une couche fragile, traversée d'arrière-pensées. Les conversations se chargent d'un doute nouveau. Si l'on peut retirer le souffle numérique d'un peuple, qu'est-ce qui protège ses voix physiques? Les signaux économiques se dégradent rapidement. Les investisseurs évoquent un risque accru. Le shilling tanzanien glisse et les réservations touristiques se contractent nettement. Les autorités assurent que les marchés reviennent toujours. Mais cette phrase sonne creux face à la méfiance des jeunes travailleurs qui voient leurs projets suspendus. Pour beaucoup, la crise révèle que les priorités officielles placent la réputation macroéconomique au-dessus de la liberté d'expression. Les entreprises locales, dépendantes du numérique, apprennent à contourner les coupures. Serveurs déplacés, clients contactés hors ligne, système de paiement ralenti. Dans les pays voisins, l'épisode devient un miroir. À Nairobi, Lusaka,
Kigali, des étudiants relisent les messages d'Aïcha. S'ils ferment chaque fenêtre, nous construirons une porte. Des hashtags comme UAZ ou des références à la dignité associées à Ibrahim Traoré circulent largement. Les artistes de Johannesburg peignent sur des murs les visages d'Aïcha et d'Ibrahim, tournés dans des directions opposées, mais reliés par un mot unique, dignité. Cette propagation n'est pas une simple sympathie numérique. Elle marque l'émergence d'un langage partagé par une génération continentale qui refuse le silence comme condition de la stabilité. À l'échelle institutionnelle, les réactions restent feutrées. Des organisations régionales appellent au dialogue, des chancelleries répètent leur engagement pour la stabilité, mais les communiqués paraissent déconnectés de la dynamique réelle. Pourtant, ces signaux laissent des interstices. Certains avocats utilisent les termes vagues, des déclarations officielles, pour contester la légalité des coupures, tandis que des organisations de surveillance du réseau documentent en chaque minute du blackout. Dans ce jeu à plusieurs niveaux, le récit officiel ne peut plus s'imposer seul. Trop de données, trop de témoins, trop d'archives circulent. À ce stade, l'effet cumulatif devient clair. La crise tanzanienne n'est pas seulement un épisode local, mais un point de bascule pour une génération africaine qui reconnaît ses propres combats dans ceux d'autrui. Les fresques, les chansons, les archives clandestines et les hashtags façonnent un espace de résistance que la coupure devait empêcher, mais qu'elle a paradoxalement amplifié. À 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles émergent, chacune portant une logique interne différente sans prétendre prédire l'avenir. Comme une première possibilité, la continuité contrôlée. L'État maintient une ligne dure, tout en desserrant certains verrous visibles. Les coupures complètes deviennent plus rares, remplacées par des ralentissements ciblés présentés comme « maintenance ». Les lois sur les médias ne sont pas assouplies, mais leur application se fait plus sélective. Les procès symboliques contre quelques militants rappellent les limites à ne pas franchir. UAZ survit comme un murmure. Des bracelets portés sous une manche, des chansons transmises hors connexion, des fresques effacées mais archivées. Comme une perspective plus ouverte, l'ouverture mesurée, sous la pression combinée des effets économiques, de la tension régionale et de la persistance des mobilisations étudiantes, certains responsables plaident pour une détente réelle. Sans renverser l'ordre politique, des réformes limitées émergent, davantage de transparence sur les décisions de coupure, un cadre plus clair pour les journalistes, une reconnaissance implicite que l'Internet ne peut plus servir d'interrupteur politique. Les campus deviennent des espaces d'expérimentation civique plutôt que des zones de surveillance renforcées. Comme une issue plus sombre, l'approfondissement de la logique de force. La coupure devient un outil assumé, intégré aux réflexes institutionnels. Les arrestations ciblées se multiplient. Des figures étudiantes comme Aïcha sont poussées à l'exil. Les mouvements civiques se fragmentent en réseaux dispersés, hébergés à l'étranger, tandis que des archives anonymes documentent les disparitions et les violences. Le danger majeur n'est pas la répression directe, mais la fatigue. La possibilité que ceux qui se sont levés acceptent progressivement le silence, comme condition pour vivre en paix, comme une simple invitation à réfléchir. Plutôt que de s'enfermer dans un pronostic, il devient plus utile d'adopter une lecture en termes de conditions. Quelles configurations rendent possible l'ouverture, lesquelles favorisent la fermeture, et quelle marge d'action subsiste entre les deux. Cette approche ne promet rien, mais clarifie ce qui est réellement en jeu, la capacité d'une génération à refuser que la stabilité soit utilisée comme synonyme de mutisme. Pour de nombreux spectateurs, l'histoire tanzanienne ne se contente pas d'illustrer une crise lointaine. Elle résonne avec des expériences vécues, parfois minuscules, parfois tenaces. Du côté du premier groupe, les jeunes des villes connectées. Pour une étudiante de Nairobi, de Dakar ou de Ouagadougou, la trajectoire d'Aïcha n'a rien d'exotique. Elle reconnaît la crainte de perdre une bourse, une inscription ou un stage si un message franchit une ligne invisible. Elle connaît cette fatigue discrète
qui accompagne chaque tentative de demander plus de transparence sans être accusée de semer le désordre. Elle voit dans les mots, répétés sur la dignité, une validation de ce qu'elle n'a jamais su formuler publiquement. Du côté du second groupe, les travailleurs des médias et professions proches. Pour un journaliste à Dar es Salaam, à Accra ou même à Paris, la confiscation d'une carte de presse, la présence de soldats devant une rédaction ou la disparition temporaire d'un article ne sont pas des abstractions. Chaque tentative de contrôle laisse une trace numérique que des archivistes citoyens peuvent conserver. Ce mécanisme, imparfait mais tenace, empêche le récit officiel de rester seul. Du côté d'un troisième groupe, les spectateurs éloignés des zones de crise. Pour ceux qui vivent dans des environnements plus stables, le blackout tanzanien fonctionne comme un rappel discret. Le silence peut prendre des formes plus douces, plus acceptables, qu'on finit par considérer comme normales. La disparition d'une vidéo, la suspension d'un commentaire, un flux d'informations soudain ralenti. Autant de micro-événements qui soulèvent une même question. Quelle forme de silence avons-nous déjà intégrée ? Ces trois angles ne cherchent pas à convaincre, mais à relier. Chacun peut reconnaître un fragment de soi dans cette histoire. Imaginer une sortie de crise ne signifie pas promettre une transformation immédiate. Cela consiste plutôt à décrire des chemins concrets, accessibles, capables d'exister même dans un environnement fragile. 5 étapes, modestes mais cumulatives, apparaissent dans le récit tanzanien. D'abord, documentaire patiemment. Des archives comme le portail UASI, des listes anonymisées de disparitions, des collectes d'images brutes, même fragmentaires, forment la première couche de résistance. Tant que les faits sont conservés, un récit unique ne peut plus s'imposer. La documentation devient une méthode, pas un slogan. Ensuite, tisser des liens entre campus, quartiers et pays. Les messages d'Aïcha, traduits à Kigali ou Lagos, créent des ponts inattendus. Les étudiants inscrivent leurs combats locaux à ce qui se joue ailleurs. Dans ce maillage, les mots sur la dignité portés par Ibrahim Traoré deviennent des points d'appui réutilisables, non comme modèle politique, mais comme vocabulaire commun. Puis, transformèrent les déclarations officielles en levier juridique. Même vague, les communiqués de l'Union africaine ou de l'Union européenne ouvrent des interstices. Des avocats s'en saisissent pour contester la légalité des coupures ou défendre des journalistes. Le langage feutré devient alors une ressource. Par ailleurs, réinventer les pratiques quotidiennes. Musiciens, artistes, blogueurs et enseignants glissent des messages codés dans des œuvres ordinaires. Les fresques effacées, les chansons dissimulées, les symboles discrets deviennent une pédagogie lente de la liberté. Enfin, multiplier les petits gestes répétés. Aucun ne change la situation à lui seul, mais leur accumulation rend plus difficile le retour à une normalité fondée sur le silence. Ce sont des gestes de persistance, pas d'héroïsme. Pris ensemble, ces 5 mouvements tracent une idée simple. La résistance la plus durable commence souvent par ce qui paraît minuscule. Dans les derniers instants de ce récit, l'image qui revient n'est ni celle d'un char, ni celle d'une salle de conférence. C'est celle d'une simple bougie posée sur les marches de l'université de Dar es Salaam. Un écho direct à ces premiers gestes silencieux que l'on avait vus autour d'Aïcha au début de la crise. Pas de slogan, pas de rassemblement, seulement une flamme tremblante que des étudiants photographient avant qu'elle ne vacille dans le vent du soir. Ce geste fragile devient un fil reliant les heures de blackout aux jours d'incertitude qui suivent. À Ouagadougou, un journaliste republie ce cliché à côté d'une phrase d'Ibrahim Traoré sur la dignité comme véritable richesse de l'Afrique. Sans le vouloir, il crée un pont entre 2 jeunesses séparées par la distance, mais unies par un refus commun du silence imposé. Ce miroir inattendu donne au récit une résonance plus large. Il ne s'agit plus seulement de Tanzanie, mais d'une génération qui découvre sa propre voix.
Une flamme suffit pour briser l'obscurité. Et peut-être que c'est là que tout se joue, dans cette conviction tranquille que tant qu'une lumière subsiste quelque part, même minuscule, le récit officiel sur le calme retrouvé restera incomplet. L'histoire tanzanienne ne demande pas d'adhésion, encore moins de mobilisation. Elle propose autre chose, un espace de réflexion tranquille sur les formes de silence que chacun accepte sans y penser. Les coupures complètes, les vidéos qui disparaissent puis réapparaissent compressées, les messages qui n'arrivent jamais vraiment. Autant de petites fissures que l'on finit parfois par considérer comme normales. Pourtant, chaque geste discret, chaque trace conservée, chaque mot échangé à voix basse rappelle que le calme peut avoir un prix. Les bracelets UAZ, les fresques effacées, les chansons transportées sur des clés USB ne sont pas des symboles grandioses, ce sont des indices de persistance. Ils montrent qu'un récit n'a pas besoin d'être bruyant pour exister, ni spectaculaire pour survivre. Il suffit qu'il circule. Alors, peut-être reste-t-il une question simple, adressée à chacun. Quelle forme de silence acceptons-nous encore comme normale, et lesquelles pourrions-nous commencer doucement à fissurer ?